Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un document qui a été visionné par des millions de personnes dans de nombreux pays. Il a été vu en particulier par les membres du Sénat français, la Chambre des communes à Londres, le Sénat américain et d'autres institutions internationales très connues. C'est un film unique, authentique, qui nous montre en réalité ce qu'est un avortement. Le contenu intégral de ce film est authentique. Certaines séquences contiennent des images prises sur le vif. C'est aux parents de juger de la maturité de leurs enfants. Nous pouvons maintenant lire un cri silencieux et poignant sur le visage de cet enfant qui attend une mort imminente. Dr Bernard N. Nathanson. Je m'appelle Bernard N. Nathanson. Je suis docteur en obstétrique et gynécologie. Et je pense avoir une certaine expérience en matière d'avortement. Il est vrai que, quand j'étais étudiant en médecine, en 1949, la science des études sur le fœtus n'existait pas. On nous enseignait que l'enfant qui n'est pas encore né, le fœtus, était quelque chose dans l'utérus. Mais personne ne pouvait affirmer s'il s'agissait ou non d'un être humain. Et si cet être humain possédait des qualités personnelles uniques. Les années 1970 ont mis fin à cette période de doute. C'est à ce moment-là que la science de l'étude du fœtus fait irruption dans le monde médical. À l'origine de cette science, l'arrivée de nouvelles techniques avancées, telles que la visualisation ultrasonique, le contrôle électronique du cœur fœtal, l'étude du fœtus, l'examen de l'utérus, la radiochimie et bien d'autres technologies tout aussi étonnantes, qui constituent de nos jours l'essentiel de cette science toute nouvelle. Les ultrasons en temps réel, c'est-à-dire la visualisation de l'enfant en mouvement, sont devenus un instrument clinique dès 1976. La salle où se pratique l'examen par ultrason comprend une table d'examen courante et l'appareil de visualisation ultrasonique lui-même. C'est la machine volumineuse que vous voyez ici. La femme enceinte se met en position sur la table d'examen. L'abdomen est couvert de manière appropriée. La tête de l'instrument est placée au-dessus de l'utérus. Cet instrument est principalement formé d'un quartz qui envoie des ondes sonores haute fréquence en pulsation et d'un transducteur qui reçoit les échos de ces ondes, lesquelles sont enregistrées par un ordinateur qui ensuite les compose en une image reconnaissable de l'enfant à l'intérieur de l'utérus. Les images de l'enfant peuvent être présentées par balayage linéaire, technique servant aux grossesses avancées, ou par balayage de secteur, méthode plus précise pour représenter le fœtus à un stade de grossesse moins avancé, tel que celle-ci. L'image, créée à partir des échos, a une définition vraiment étonnante. Et cet instrument est tellement précis que l'on peut apercevoir les petites valvules du cœur s'ouvrir et se fermer au rythme des contractions du cœur. Pour la première fois, les parents peuvent avoir un aperçu de l'enfant qui n'est pas encore né grâce à cette technologie spectaculaire. Et cette même technologie, ces machines et ces appareils dont nous faisons maintenant un usage quotidien, nous ont convaincus que, sans aucun doute, l'enfant qui n'est pas encore né est, lui aussi, un être humain comme nous, un membre de la communauté humaine, possédant toutes les caractéristiques qui nous sont propres. Pour la première fois,
La technologie nous donne l'occasion de voir l'avortement du point de vue de la victime. La visualisation ultrasonique nous permet cette approche et maintenant, pour la première fois, nous allons observer un enfant déchiré, démembré, désarticulé, broyé et détruit par les impitoyables instruments d'acier de l'avorteur. Nous pouvons observer ici le développement de cet enfant depuis le tout début de la phase prénatale, depuis les tout premiers instants et jusqu'au dernier stade de cette phase. Voici l'enfant à 4 semaines, 8 semaines, à 12 semaines, à 16 semaines, à 18 semaines, à 20 semaines et à 28 semaines. Vous pouvez voir qu'il ne se produit aucun changement frappant ou extraordinaire dans la forme ou dans la substance de cet enfant durant ce stade de croissance. Maintenant, ce petit être de 12 semaines est manifestement un être humain entièrement formé. Son cerveau émet des ondes depuis au moins 6 semaines, son cœur bat depuis peut-être 8 semaines, et toutes ces autres fonctions humaines sont absolument identiques aux nôtres. Ce livre, qui s'intitule Williams Obstetrics, 16e édition, écrite en 1980, est un manuel standard qui est utilisé dans toutes les écoles de médecine des États-Unis. La préface de ce livre, publié en 1980, nous éclaire. Heureusement, nous sommes maintenant à une époque où le fœtus peut être considéré et traité avec raison comme un second patient. Qui aurait pu rêver, il y a quelques années seulement, que nous pourrions, en tant que docteurs, nous mettre au service du fœtus? L'éthique et les préceptes médicaux traditionnels nous interdisent de détruire nos patients et nous rappellent aussi à notre serment de préserver la vie. Voyons maintenant ce que l'avortement réserve à notre seconde patiente. Voici le fœtus de 12 semaines dans l'utérus. L'utérus étant ce muscle entourant l'enfant. Lorsque l'avorteur commence son travail, en premier lieu, il place cet instrument, que l'on appelle un spéculum, dans le vagin de la patiente et l'ouvre ensuite, ce qui lui permet d'observer le col de l'utérus que l'on voit ici. Après avoir examiné l'utérus, l'avorteur prend alors cet instrument, appelé ténaculum, et ensuite, en le passant à travers le spéculum et le fixant fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, en pinçant le ténaculum pour le fermer, ce qui permet de le maintenir fermement sur le col de l'utérus, comme ceci, c'est à ce moment-là qu'un autre instrument, la sonde, entre en jeu. L'avorteur introduit alors cet instrument dans l'utérus, puis il le retire, ayant ainsi déterminé la profondeur et par la même occasion la largeur de l'utérus. On utilise ensuite ce jeu d'appareils de dilatation, ces instruments métalliques recourbés, pour ouvrir le col de l'utérus, afin d'y introduire, pour terminer, les instruments d'avortement proprement dits. L'avorteur place d'abord le plus fin de ces instruments à l'intérieur du col de l'utérus, de façon à le dilater. Il le fait tourner de manière à disposer d'un diamètre plus grand. Il introduit cette extrémité et continue de l'introduire de façon à disposer de diamètres de dilatation de plus en plus grands, grâce à cet instrument de dilatation. Il prend alors un instrument appelé appareil de succion. Cet appareil est contenu dans un emballage de plastique. Le médecin le sort de son enveloppe stérile et l'insère jusque dans l'utérus à travers le col dilaté dans le but d'aller percer le sac qui entoure et protège l'enfant, permettant ainsi d'aspirer la totalité du liquide amniotique.
L'instrument est alors en contact direct avec l'enfant, avec une pression d'environ 55 mm de mercure qui est appliquée à l'un des instruments, auquel on a fixé un tuyau de succion long et épais et qui est relié à la machine d'avortement, c'est-à-dire la machine qui se trouve de l'autre côté. La curette de succion commence alors à mettre l'enfant en morceaux. Le corps est mis en pièces, méthodiquement, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des lambeaux du corps et la tête elle-même, laquelle est trop grosse pour passer dans l'instrument. Il faut alors introduire cet instrument, qui s'appelle un forceps à polype, dans l'utérus, à travers le col déjà dilaté, de façon à permettre à l'avorteur de saisir la tête de l'enfant qui maintenant flotte dans l'utérus librement entre les anneaux de cet instrument. La tête est alors écrasée, son contenu retiré, ainsi que les os du crâne. Et l'avortement est finalement terminé. Nous avons vu le fœtus de 12 semaines représenté sur l'écran à ultrasons. Nous avons également examiné le mécanisme ainsi que les étapes réelles d'un avortement à 12 semaines. Nous allons maintenant, pour la première fois, voir un film montrant la visualisation ultrasonique en temps réel d'un avortement à 12 semaines. Notez qu'un avortement tardif n'est pas un cas rare. Il s'agit d'un exemple parmi les 4000 environ qui sont pratiqués chaque jour aux États-Unis. Ce film a été tourné dans une clinique d'avortement. Le docteur qui a pratiqué cet avortement était un jeune homme qui travaillait dans 2 cliniques d'avortement. À cette époque, ce jeune médecin comptait déjà 10 000 avortements à son actif. Lorsque lui avons demandé de venir assister à la séance de montage de ce film, il a été tellement bouleversé à la vue de ce qu'il avait fait qu'il a dû sortir de la pièce. Il est revenu après un moment pour finir le montage, mais ce fut son dernier avortement. La jeune femme, opérant la caméra à ultrasons en temps réel, appartenait à une organisation fortement partisane de l'avortement. Elle aussi fut tellement émue par ce qu'elle vit durant la séance de montage qu'elle n'a plus jamais abordé le sujet de l'avortement. Regardons maintenant le film en question. Nous voyons maintenant le balayage par secteur d'image d'ultrasons en temps réel d'un fœtus de 12 semaines. L'enfant est orienté dans cette direction. Voici la tête de l'enfant, ici. Le corps de l'enfant, ici. Et on peut voir la main de l'enfant approchant sa bouche. En regardant l'enfant d'un peu plus près, on peut distinguer l'œil, ou en tout cas son orbite, ici, le nez de l'enfant, ici, la bouche de l'enfant, ici. On peut même observer un ventricule cérébral à cet endroit, qui est un espace rempli de liquide dans le cerveau. Voici le corps de l'enfant, avec les côtes en silhouette, et la colonne vertébrale située vers l'arrière. Cette zone de tissu d'apparence granuleuse, dans la partie supérieure du secteur, semble être le placenta, ou arrière-fait de l'enfant. Nous pouvons déjà apercevoir, à cet endroit, les cuisses, les membres inférieurs de l'enfant se dégageant ainsi du corps. Voyons ce qui se passe ensuite. Nous voyons maintenant le cœur de l'enfant qui bat dans sa poitrine. Le pouls est d'environ 140 battements par minute. Comme vous le voyez, l'enfant se déplace sereinement dans l'utérus et on peut le voir de temps à autre changer de position. Mais il garde la même orientation. Cette fois, l'enfant dirige son pouce vers la bouche, tout en continuant de se déplacer tranquillement, sereinement,
à l'abri dans son sanctuaire. Cette ombre que nous distinguons, là, vers le bas de l'écran, c'est l'embout de succion, que nous avons coloré de manière à ce que vous puissiez le distinguer plus clairement. L'avorteur a déjà dilaté le col de l'utérus et introduit l'embout de succion dont vous pouvez observer les déplacements latéraux sur l'écran. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que l'embout de succion, que vous voyez là, s'approche de l'enfant, celui-ci essaye de s'en écarter et bouge de manière beaucoup plus violente et agitée. L'enfant se déplace maintenant avec un but plus précis. Il s'oriente de façon différente. Ici, il recule de nouveau. L'embout de succion n'a pas encore touché l'enfant, lequel manifeste pourtant des signes de plus en plus forts d'agitation, se remue brusquement. L'enfant s'est de nouveau mis de profil et l'embout réapparaît sur l'écran. La bouche de l'enfant est maintenant ouverte, ce que nous reverrons tout à l'heure sur une image fixe. Mais cet embout de succion, que vous pouvez voir se déplacer violemment dans tous les sens au bas de l'écran, est l'instrument meurtrier qui finira par mettre l'enfant en morceaux et le tuer. C'est seulement une fois le liquide écoulé et le sac rompu que l'embout pourra véritablement toucher l'enfant. Vous pouvez voir l'embout se déplacer de droite et de gauche, dirigé par l'avorteur qui cherche le corps de l'enfant. Voici de nouveau une image fixe de l'enfant dont la bouche est grand ouverte dans un cri muet. Il s'agit là du cri muet d'un enfant menacé de destruction imminente. Le pouce est nettement accéléré et les mouvements de l'enfant sont désormais violents. Il a senti qu'on cherche à l'agresser dans son sanctuaire. Il s'écarte, se déplace vers le côté gauche de l'utérus, comme on peut le voir, tentative désespérée pour échapper aux instruments implacables que l'avorteur utilise pour mettre fin à sa vie. Les battements de son cœur ont subi une accélération sensible, environ 200 battements à la minute. Sans aucun doute, cet enfant est conscient du danger mortel en présence duquel il se trouve. La membrane a été perforée et le liquide s'est échappé. La grande poche de liquide protégeant l'enfant a maintenant disparu. Une fois le liquide écoulé, l'embout de succion est fermement attaché au corps de l'enfant. Celui-ci est tiré vers le bas par l'embout sur lequel l'avorteur applique une pression négative et le corps est maintenant systématiquement arraché de la tête. La tête de l'enfant se trouvant ici, dans cette région. Voici le contour de la tête. Les parties inférieures ont déjà disparu et vous voyez que l'embout de succion qui jaillit de temps à autre sur l'écran, représenté par une série d'échos rappelant ceux d'un typhon, l'enfant est maintenant ballotté dans tous les sens, alors que l'embout de succion est appliqué sur son corps et que l'avorteur tire sur l'enfant de cette façon. Ici, on peut encore discerner la tête de l'enfant, mais pas le corps qui a déjà été arraché de la tête. Ce que vous voyez là, c'est la tête elle-même, les côtes médianes de la tête, et les esquilles ou fragments d'os. Cette tête donc, que je montre ici, sur cet enfant de 12 semaines, est en fait trop grosse pour être retirée d'un seul coup hors de l'utérus. L'avorteur va maintenant devoir se servir de cet instrument, le forceps à polype, pour essayer de saisir la tête. L'avorteur va tenter d'écraser la tête avec cet instrument, de cette façon, et de la retirer de l'utérus, morceau par morceau. D'autre part, l'avorteur et l'anesthésiste parlent entre eux un langage codé, destiné peut-être à les rendre insensibles à l'horrible réalité. L'avorteur et l'anesthésiste appellent numéro 1 la tête de cet enfant que l'avorteur essaye de trouver maintenant. Ainsi, l'anesthésiste demande à l'avorteur:
Est-ce que le numéro 1 est sorti? C'est fini? Nous voyons ici, par intermittence, les tranches ou lames de cet instrument apparaître sur l'image. Ici, la tête a tendance à flotter tout à fait librement dans l'utérus. Voici les tranches ou les lames de cet instrument que l'on voit apparaître ici. Le médecin a maintenant saisi la tête au moyen des forceps à polypes et il la tire vers le bas en direction du col de l'utérus. Il ne reste plus maintenant, comme vous pouvez le voir, que des fragments et des brisures d'os, des lambeaux de tissu qui témoignent de l'existence passée d'un petit être humain qui était bien vivant et sans défense. Pour se rendre compte de la place de l'avortement dans la société d'aujourd'hui, examinons quelques chiffres qui illustrent les faits des 20 dernières années. En se basant sur des données fiables, on comptait déjà, en 1963, bien avant que l'avortement ne soit légalisé par le tristement célèbre verdict de l'affaire Roe contre Wade, un nombre approximatif de 100 000 avortements illégaux pratiqués chaque année aux États-Unis. Et très peu d'avortements légaux. En 1973, première année où l'arrêt Roe contre Wade a été appliqué dans ce pays, on comptait déjà 750 000 avortements pratiqués aux États-Unis. Et en 1983, dernière année pour laquelle nous possédons des statistiques complètes, on rapporte 1,5 million d'avortements. Considérons maintenant l'avortement en tant qu'industrie. L'année dernière, on a compté 1,5 million d'avortements dans ce pays. Le coût moyen d'un avortement étant de 300 à 400 $ par opération. Voici donc une industrie qui, dans notre pays, réalise environ 5 à 600 millions de dollars par année, ce qui la placerait parmi les 500 industries les plus riches du monde. 90% de cet argent va dans le portefeuille des médecins. Et le reste, dans celui des hommes d'affaires qui dirigent ces cliniques. Certaines enquêtes ont été récemment effectuées sur ces établissements. Les permis d'opérer ces cliniques s'achètent comme les concessions de chaînes de restaurants rapides de notre pays. Nous savons qu'il en existe des chaînes en Californie et dans toute la région du sud-ouest et même dans le sud-est des États-Unis. On peut maintenant prouver que ces cliniques d'avortement tombent de plus en plus souvent entre les mains de la mafia et aussi du syndicat du crime sévissant aux États-Unis, et que cet argent, fruit de l'avortement, non seulement est taché du sang des innocentes victimes de l'avortement, mais circule impunément dans les mains criminelles de la mafia américaine. Les victimes de l'avortement, il faut s'en souvenir, ne sont pas seulement les enfants qui ne sont pas encore nés, mais les femmes, elles aussi, sont des victimes au même titre que les enfants avortés. On a toujours caché aux femmes la véritable identité de l'enfant qui n'est pas encore né. Personne, en fait, ne leur a montré la triste réalité de l'avortement. Un nombre sans cesse croissant de femmes, des centaines, des milliers et même des dizaines de milliers, ont eu l'utérus perforé, infecté et détruit. Des femmes ont été stérilisées et castrées, toujours à la suite d'une opération sur laquelle elles n'étaient pas pleinement informées. Ce film, et les autres qui le suivront peut-être, doit être vu et assimilé par toute femme avant qu'elle ne donne son consentement et qu'elle ne se soumette à ce genre d'opération. J'accuse la ligne d'action nationale des droits de l'avortement, j'accuse le planning familial et tous les autres conspirateurs de l'industrie de l'avortement d'un continuel complot du silence visant à cacher aux femmes la véritable nature de l'avortement. Et je défie tous ces avorteurs d'avoir l'honnêteté
de montrer cette bande vidéo prise en temps réel, ou toute bande analogue, à toutes les femmes avant qu'elles ne prennent une décision. Vous savez, je suis bien placé pour parler d'avortement. En 1969, je fus l'un des fondateurs de la Ligue d'action nationale pour les droits de l'avortement. Pendant 2 ans, j'ai dirigé l'une des plus grandes cliniques d'avortement du monde occidental. Depuis, la science de l'étude du fœtus in utero a vu le jour et nous a ouvert les yeux sur la nature de celui-ci. Et toutes ces études ont prouvé, sans l'ombre d'un doute, que l'enfant qui n'est pas encore né est un être humain qui n'est pas différent de nous. C'est un membre à part entière de notre société. Donc, la destruction d'un être humain vivant ne représente pas une solution à un problème principalement social. À mon avis, en être réduit à un tel acte de violence est la preuve que nos valeurs scientifiques et surtout morales sont menacées. Je peux difficilement croire que les Américains, qui ont envoyé des hommes sur la Lune, n'ont pas encore trouvé d'autre solution que la violence pour résoudre ce problème. Je pense qu'il est de notre devoir de consacrer sans plus attendre tous nos efforts, inlassablement, pour trouver une solution meilleure, une solution plus humaine, plus juste et plus charitable, qui tiendrait compte du droit de chacun de préserver la vie. C'est tout. Au nom de l'humanité, arrêtons le massacre de l'avortement. Nous avons vu que le fœtus dans le sein de sa mère est en réalité un être humain. Et la Bible nous révèle que la vie humaine est le sommet de la création. Or, cette vie est placée sous la protection divine. L'homme est destiné à retrouver la communion avec Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ. Dans cette perspective, l'avortement est donc une attaque directe contre l'ordre biologique et aussi contre le plan de Dieu. L'enseignement biblique est clair. Il met en évidence que la vie commence par la conception et se termine par la mort naturelle. Quel est donc notre choix maintenant? Celui de l'obéissance et de la vie ou la désobéissance et la mort? La Bible nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort ». Et elle ajoute « Choisis la vie afin que tu vives ». Sachant que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.